J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Il y a 50 ans était diffusé Le Prisonnier, une série insolite et intimiste de Patrick McGowan. Celle-ci a marqué toute une génération d'esprits et reste à ce jour emblématique. Faisons un retour sur cette série mythique avec notre invité Patrick Duchy. Scarecrow, Scarecrow, the soldiers of the king fear his name. Scarecrow, on the southern coast of England, there's a legend people tell of days long ago when the great Scarecrow would ride from the doors of hell and laugh with a fiendish yell. Well, I must get on my rounds. I've a busy afternoon ahead of me. Oh, aye. Good day to you, Ransley. Good day to you. And goodbye. I got another horse and cart, Dad. Good. Leave it in the barn, Jim. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Patrick McGowan, avant de faire Le Prisonnier, a fait une série qui s'appelait Destination Danger, pour faire court et jouer le rôle de l'agent secret, et il trouvait que cette série était devenue un petit peu routinière au bout de 80 et quelques épisodes, 86 de mémoire. Il a eu l'idée d'une autre série, d'une personne qui démissionne et qui se retrouve enfermée dans un village paradisiaque. Dit comme ça peut paraître un peu mince, mais il est allé voir le patron de ITC, la chaîne qui produisait entre autres Destination Danger, et avec un devis, avec quelques photos et avec une storyline qui tenait sur un papier à cigarette, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Le Prisonnier démarre et Patrick McGowan en est le porte-drapeau. Elle sera irrémédiablement considérée comme la série de l'acteur. Rétrospectivement, c'est sa série, c'est lui qui était aux commandes, il était producteur, acteur et réalisateur. Cependant, il n'a pas pu faire tout seul, lui c'était le visage, mais il faut savoir qu'en coulisses, il a travaillé avec une personne qui s'appelait George Markstein, qui l'a aidé au niveau des scénarii. C'est notamment Markstein qui a créé la Bible des scénaristes, c'est-à-dire le cahier des charges qui a été donné aux scénaristes qui ont été approchés pour participer à l'écriture des scénarii. Et Markstein a été un élément fondamental à la genèse du Prisonnier. Une autre personne très importante, c'était David Tomlin, qui avait travaillé avec McGowan sur Destination Danger, entre autres. Avec Tomlin, il a créé une société de production qui s'appelait Everyman. Donc certes, McGowan était la personnalité la plus visible, mais en coulisses, l'apport de Markstein et de Tomlin a été prépondérant. Le personnage sans nom, chauve à lunettes, qui semble rester impassible, c'était George Markstein. Dans la série, on situe le village en Lituanie dans l'épisode numéro 2, sur la côte marocaine, au Portugal ou en Espagne dans l'épisode numéro 7, juste à côté de Londres dans le dernier épisode. En réalité, le village est à Porte-Mérion, au pays de Galles. Le numéro 2 est comme le rôdeur un gimmick de la série Le Prisonnier. Mais c'est un pouvoir éphémère et ils seront pratiquement systématiquement remplacés à chaque épisode. Ce n'est pas moins de 17 numéros 2 qui se succéderont, 19 avec les 2 spéciaux de l'épisode numéro 11 à vos funérailles.
Il serait facile et pratique de dire que le prisonnier c'est John Drake, son numéro. Cependant, c'est trop facile. Moi je vais dire qu'en fait non, le prisonnier n'est pas John Drake pour deux raisons. Il y a une raison pragmatique. La première, c'est que McGowan n'avait pas le droit d'utiliser le personnage de John Drake qui appartenait à Ralph Smart, le créateur du personnage, producteur australien. Donc pour des raisons pratiques, non. Techniques et juridiques. D'autre part, personnellement, moi je trouve que c'est bien plus intéressant d'avoir un agent qui, peut-être pas forcément un agent secret, peut-être que c'est un chercheur, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les services secrets, qui démissionne. Je trouve ça donne beaucoup plus de possibilités, ça laisse la place à l'imagination de mon point de vue. Le rôdeur, alors je rappelle, c'est la grosse boule blanche qui étouffe les malheureux villageois qui souhaitent, qui ont des velléités de quitter le village. C'est devenu en fait une icône de la série, en plus du signe « Bonjour chez vous ». Et il faut dire que c'est né à la suite d'un accident. À l'origine, imaginez-vous que le rôdeur, c'était ni plus ni moins qu'une espèce de petite voiture de carte téléguidée avec une espèce de grosse meringue dessus et un gyrophare. Alors, je vous raconte pas ce que ça aurait donné 50 ans plus tard. Là, pour le coup, ça aurait vraiment fait dater. Donc, l'engin a été construit, il est bien construit, il a été amené à Portmeirion sur les lieux du tournage. On a voulu le tester et il a coulé. Mince, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors là, la légende dit que McGowan a levé les yeux au ciel, a vu une grosse boule blanche dans le ciel et a dit « le rôdeur, ce sera ça ». La grosse boule blanche était un ballon sonde, un ballon météo, et il a dépêché des membres de son équipe à la station météorologique du coin pour acheter un stock de ballons blancs. L'énigmatique rôdeur reviendra à la fin des années 80, le temps d'une publicité anglaise pour la Renault 21. Closer. Number 21 shows ambitious tendencies. Follow him. 21 looks different. What's going on? Why can't they catch him? '21's escape. Pas difficile en tant que tel, il y avait certes des contraintes matérielles, mais surtout des contraintes de temps. Il n'y a pas eu de catastrophe sur le tournage. Il y a bien eu quelques acteurs qui sont partis puis revenus. Je pense notamment à Leo McKern qui a été victime d'une crise de nerfs et qui a dû quitter le tournage et qui est revenu par la suite. Mais il n'y a pas eu de décors qui ont pris feu, il n'y a pas eu personne n'a claqué la porte. Et généralement, la plupart des acteurs et des personnes qui assistaient sur le côté technique de la série n'ont que des bons mots, que des bons feedbacks à faire sur McGowan. Un tyran, il était très exigeant. Il a été à la fois acteur, producteur, il a été aussi scénariste, donc c'était quelqu'un qui était sous pression tout le temps. Un petit détail en fait, il refusait d'embrasser les actrices. Alors c'est peut-être un petit détail, mais dans Destination Danger, il avait exigé par contrat de ne pas avoir embrassé une actrice différente par semaine. Bon, ceci étant, il était sur le tournage extrêmement pointilleux. Et il y a notamment dans un épisode, il se bagarre avec un des méchants, mais l'acteur Mark Eden a dit que McGowan il jouait pour de vrai, quoi. C'était pas du chiquet, il se battait vraiment. Mais encore une fois, bon, il a vraiment été sous pression et je pense que ça s'est ressenti aussi dans la nervosité du montage. Après, tyran, le mot est peut-être un petit peu fort, mais le
résultat est là, quoi. On se souvient de cette série à cause de lui aussi. Chaque épisode coûtait 75 000 livres. 75 000 livres, en fait, il faut savoir que c'était le plus gros budget jamais alloué à une série télé d'action d'aventure. Et McGowan avait pu négocier ça encore une fois sur une simple poignée de main avec Lou Grade, donc le patron d'ITC. À un moment donné, McGowan a dû s'absenter du tournage pour tourner Destination Zebra, Station Polaire. Il a eu besoin, à un certain moment, d'avoir une rallonge, quoi. Et le cachet qu'il a eu a servi à alimenter les caisses d'Everyman pour poursuivre le tournage. 50 ans après sa première diffusion, la série Le Prisonnier est toujours aussi mystérieuse et fascinante. Mais pourquoi ? Je pense qu'il y a un concours de circonstances d'une certaine manière. Ce que Le Prisonnier démontrait à l'époque, c'était une société déshumanisée, désincarnée, une espèce de prison volontaire pour nous. Il y avait plein d'éléments avant-gardistes, le téléphone sans fil, les cartes de crédit, ce genre de choses. Si on regarde, les cartes de crédit, maintenant c'est passé dans les mœurs. Maintenant ça sert même de téléphone portable pour payer. C'est peu de dire qu'on est tous surveillés, fliqués. D'ailleurs là, peut-être qu'il y a des caméras qui sont en train de nous filmer alors qu'on est en train de s'entretenir. En Angleterre, par exemple, les caméras, il y en a absolument partout. Donc je veux dire que ce qui était avant-gardiste à l'époque, en fait, maintenant, c'est ni plus ni moins que de son temps, quoi. Et à mon avis, c'est ce qui fait qu'on en parle encore 50 ans plus tard. Je suis pas persuadé que ce sera le cas pour des séries actuelles. Si vous m'expliquiez. C'est à propos d'un prisonnier. Nous l'avons appelé le numéro 6, le cas le plus délicat dont j'ai eu à m'occuper. Je pourrais le briser, bien sûr, mais j'ai des ordres inhabituels. Il a trop de valeur. Surtout, ne provoquez pas de lésions permanentes, on dit nos maîtres. Alors j'ai besoin de vous. C'est un petit peu comme Peter Falk, quoi. Peter Falk, c'est Columbo. Patrick Macnee, c'est John Steed. McGowan, c'est pareil. Donc, il sera éternellement le prisonnier. Mais dans sa carrière, moi je dirais qu'il a eu 3 ou 4 rôles assez marquants. Bien qu'il ait jamais regagné l'aura qu'il avait du temps de John Drake et du prisonnier. Alors tout d'abord, je parlais de Peter Falk, il a joué dans, je crois, 4 ou 5 épisodes de Columbo. Il a été producteur, surtout il a gagné 2 Emmy Awards grâce au portrait de méchant qu'il a joué. Notamment, on se souvient du colonel Mumford dans l'épisode de l'Académie militaire, By Dawn's Early Light. Il a gagné un 2e Emmy Award en 89 aussi dans un épisode qui s'appelle Votez pour moi. Voilà, il est resté dans l'œil des gens du métier. Au cinéma, je citerai 2 rôles. Je citerai son interprétation d'un roi d'Angleterre, Edward Longshanks, dans Braveheart, avec Mel Gibson. Mel Gibson, dont il avait été question pour un remake du Prisonnier. Enfin bon, j'en passais des meilleurs. Donc dans Braveheart, il est vraiment extraordinaire. Un autre rôle qui me revient à l'esprit, c'est dans Scanners de Cronenberg, un film de SF, dans lequel il joue le rôle d'un savant tourmenté. Il y a un autre face-à-face intéressant, c'est L'évadé d'Alcatraz. Il est face à Clint Eastwood quand même, et il joue le rôle d'un gardien de prison. Alors ça, c'est rigolo de se dire que rétrospectivement, le fait de jouer un gardien de prison très cynique, très froid, c'est assez rigolo. La série a été diffusée il y a 49 ans pour être précis. Le premier épisode a été diffusé sur l'ORTF, la 2e chaîne française, en noir et blanc. Ça se passait les dimanches. La diffusion a commencé en février, elle s'est achevée juste avant les événements du mois de mai. Donc on aurait peut-être jamais eu l'occasion de voir le dernier épisode, ce qui aurait été un peu dommage. Sur le doublage, alors en fait moi j'ai découvert
j'ai découvert l'intégralité de la série en VO avant de la découvrir dans son intégralité en VF. Ceci dit, j'ai été extrêmement marqué par la voix de Jacques Thébault. Jacques Thébault, c'est la voix de James West, c'est la voix du narrateur des Incorruptibles, de Joss Randall. Enfin, c'est une personnalité du doublage en France qui est décédée il y a peu de temps. Je sais aussi que celui qui creuse une fosse finit tôt ou tard par s'y allonger. Quand j'écoutais pour la première fois la voix de McGowan, j'étais extrêmement frappé, presque déçu d'ailleurs. La voix de Thébault est très en nuances. Thébault, c'est un acteur qui vient du théâtre aussi. Elle est pleine de nuances, elle peut être tour à tour ironique, enfin elle a plein de nuances. La voix de McGowan, elle est extrêmement saccadée et mécanique, métallique, cassante. Donc ça m'a pris un petit peu de temps pour m'habituer aux deux versions, mais ce que je peux dire, c'est que le doublage est c'est vraiment un doublage de qualité. Bon, j'ai des réserves sur la traduction, mais sur le doublage en tant que tel, il était vraiment très bien. J'ai eu l'occasion de parler avec Jacques Thébault, c'était assez rigolo. Il m'a appelé une fois, et se dire que j'avais la voix de Patrick McGowan dans l'oreille, c'était assez étonnant. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Alors le bonjour chez vous, c'est la traduction de Be Seeing You. C'est une excellente traduction, une excellente adaptation. Alors Jacques Thébault, on a dit qu'il avait inventé cette phrase. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai c'est lui qui a trouvé l'adaptation. Alors je ne sais plus quelle était la traduction à l'origine. Be Seeing You, ça veut dire à la revoyure, quoi. Et lui a trouvé Bonjour chez vous. Je pense que c'était inspiré inconsciemment de Francis Blanche, le célèbre comique français. Francis Blanche, en fait, c'était le père spirituel de Lafesse, pour ceux qui connaissent. Il faisait des canulars téléphoniques et à la fin de chacun de ces canulars, il ponctuait, il laissait l'auditeur sur cette phrase « Bonjour chez vous ». Et donc Jacques Thébault a dû se souvenir de ça et il s'est dit « Tiens, ça serait pas mal ». Et effectivement, ça colle parfaitement. Alors, il n'a pas inventé la locution « Bonjour chez vous », mais c'est lui qui l'a placé dans le prisonnier. C'était, on va dire, un éclair de génie inspiré. Une autre particularité de la série est la Lotus 7 utilisée par Patrick McGowan de Lotus Car, qui sera racheté par Caterham et dont on peut voir un autre modèle dans le film Flic ou voyou avec Jean-Paul Belmondo. Veuillez annoncer Antonio Cerruti à votre patronne. Rien de deuil, on reçoit personne. Ah bon? Y'a quelqu'un? Vous n'êtes pas d'ici. Je sais même pas comment j'ai atterri dans ces montagnes. Bonjour chez vous. La série britannique culte et visionnaire créée par Patrick McGowan, complètement réinventée, à suivre sur Canal+. Vous êtes des nôtres. On me retient ici contre mon gré. Regardez donc dehors, 6. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas un numéro! Je suis un homme! Que veulent-ils? Dans quel camp sont-ils? Ian McKellen est le numéro 2 et Jim Caviezel reprend le personnage mythique du numéro 6. Les êtres humains sont parfois si cruels. Le prisonnier, nouvelle génération. Le remake donc date de 2009, il a été diffusé sur la chaîne américaine AMC.
C'est quelque chose qui était dans les tiroirs depuis bien longtemps. Il y a eu des films remake de Chapeau melon bottes de cuir. Il y a eu des films remake de Mission Impossible. Pourquoi pas Le Prisonnier? Alors il y a eu énormément de débats et d'échanges passionnés entre les fans. D'un côté, il y a ceux qui estiment qu'il ne faut pas toucher à l'icône, et puis de l'autre côté, il y a ceux peut-être plus progressifs qui ont envie de voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas? La mini-série donc a compris 6 épisodes, dont chacun reprenait un titre d'épisode de la série originale. Il y a Double personnalité, il y a L'Enclume, il y a Darling, il y a Arrivé. Ce que j'en retiendrai 2-3 choses. C'est que de mon point de vue, le choix de Jim Caviezel pour jouer le rôle du numéro 6, à mon avis c'est une grosse erreur de casting, parce que Caviezel c'est un acteur qui est très physique, mais qui à mon avis est totalement inexpressif. Je ne l'ai pas du tout aimé dans Persons of Interest. Bon, voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Non, la vraie révélation de la mini-série, pour moi, c'est Ian McKellen qui joue le numéro 2, très dandy, habillé tout en blanc à la Tom Wolfe. Il y a plein de petits détails, de petites trouvailles visuelles que j'ai trouvé très bien. Le fait de situer le village, au milieu de nulle part, en frontière d'un désert, le fait que les cottages ont été remplacés par des espèces d'habitations type chalet, je trouvais ça très bien. Puis également des choses qui auraient été impensables dans les années 60, typiquement qu'un des personnages soit gay, en l'occurrence le fils du numéro 2, le fait qu'il y ait des acteurs de couleur, quoi qu'il y en ait, on en voit un, Earl Cameron, qui joue le rôle d'un superviseur dans la série originale. Donc bon, il y a des petites touches comme ça que j'ai trouvé très bien. Donc je cracherai pas sur la mini-série. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être bien. Elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait, cette mini-série. C'est dommage. Ron Grainer. Alors Ron Grainer, j'ai perdu le fil, le nombre de musiques qu'il a créé pour des séries télé. Alors il n'a fait que le générique du Prisonnier, c'est-à-dire il n'a pas fait tout ce qu'on appelle les musiques de fond, les musiques atmosphériques, les inserts. Toute cette partie en fait a été faite à partir de la librairie de Chappell. Donc il y avait Eric Mivol, dont c'était le job, qui a piqué dans la librairie de Chappell les inserts de musique. Grainer, lui, il a créé le générique. En fait, il a un cahier des charges assez serré de McGowan, parce que McGowan avait une idée assez précise. La première version du générique, en fait, ça ressemblait à une espèce de musique de western, enfin un truc totalement improbable. La légende dit que McGowan a siffloté un air à Grainer, et que Grainer est parti broder là-dessus. Donc on connaît l'accord de guitare, en fait tout est parti de là. Et ça a été créé très très rapidement. Si rapidement d'ailleurs que le ITC n'avait pas prévu de sortir la musique en 45 tours. Grainer en fait a été invité en 78 je crois à une des premières conventions de 601. Il est décédé peu de temps après d'ailleurs, et il a raconté en fait comment l'idée du générique lui est venue. Et ce qu'il faut savoir, je ne vais peut-être pas le dire, mais c'est que la musique a été il s'est resservi d'une chute pour faire la musique d'un film The Omega Man avec Charlton Heston. Donc on peut trouver dans le commerce le CD de la musique qu'a créé Ron Grainer. Effectivement, quand on met les deux en parallèle, on voit, on va dire, une inspiration. C'est vraiment comme on a parlé tout à l'heure de la grosse boule blanche, comme on a parlé du signe Be Seeing You. La musique fait partie intégrante de l'univers de la série, au même titre que toutes les grandes séries de l'époque. Chapeau melon bottes de cuir, voilà, Amicalement vôtre, mythique.
Et à mon avis, c'est quelque chose qui se perd, qui n'existe plus dans les séries actuelles. On n'a plus de générique qu'on peut siffloter. C'est tout bête, mais moi je sifflote, c'est bon, on identifie ça. Je pourrais faire pareil pour voilà, 3 notes et on identifie une série. J'ai le sentiment que ça s'est perdu avec les séries actuelles. Alors attention, il y a d'excellents génériques sur les séries actuelles. Je pense à Dexter, je pense à Nip Tuck, des génériques extrêmement esthétiques, mais je suis désolé, il n'y a pas le petit air qui te vrille les oreilles et dont tu te souviens, quoi. Le seul que je pourrais citer qui me viennent à l'idée, ce serait peut-être Desperate Housewives ou les Simpsons, où là effectivement tu as un petit jingle, mais moi je vois pas de série actuelle qui aurait un générique, qui aurait une musique d'introduction qui te met dans le bain de la série, qui a été aussi puissant que Le Prisonnier, Chapeau melon botte de cuir, j'aurais pu dire Les Envahisseurs et tant d'autres, Les Mystères de l'Ouest, etc., etc. Patrick McGowan avait-il un amour particulier pour la France? Rien n'est moins sûr, pourtant il y est fait référence tout au long de la série. Et, chose troublante, Alexis Kanner, le fou du dernier épisode et ami de Patrick McGowan, était un acteur français. Où désirez-vous aller? Why did you speak to me in French? French is international. Now where can you go? Ireland? Bit too cold that time of the year. Paris? Maybe not. Where do you want them to meet? Paris. They have one thing in common. I'd like to hear La Laisienne. Ah, yes, sir. The Davier recording. Beautiful. There's no one to touch him on Bizet. It takes a Frenchman. L'humanité est en danger. Toute révolte doit cesser. Elle est nuisible et elle doit être anéantie. Le Prisonnier a eu une grande influence sur le monde de la science-fiction et on y trouve régulièrement des clins d'œil comme les deux que nous vous présentons ici. Alors ce qu'il faut savoir sur Le Prisonnier, c'est qu'avant Le Prisonnier, il y a une autre série qui s'appelait Destination Danger et qui a rendu célèbre Patrick McGowan. Sur Le Prisonnier, il y a eu en fait très peu de produits dérivés à l'époque, lors de la diffusion en 1967. Le 45 tours avec le générique a été pressé vraiment au dernier moment. Alors j'en ai pas ici, mais j'ai un petit collector qui avait été publié par 601, l'association des fans du Prisonnier, aux alentours de 1977. Avec au dos le portrait de Ron Grainer, qui est le compositeur de la musique du Prisonnier et de plein d'autres séries des années 60-70. Voilà, ça se présentait comme ça, avec le grand B qui est le symbole de la série. Le produit dérivé le plus intéressant, il est venu de France. En fait, il s'agissait d'une très jolie boîte métallique qui contenait les 3 CD de musique du Prisonnier, présentés dans cette boîte métallique, un peu genre Quality Street. À l'intérieur de cette boîte, je vais l'ouvrir, je vais montrer ça à la caméra. On trouvait un badge. On trouvait bien évidemment le livret. D'ailleurs, ça c'était la couverture du 33 tours. 3 CD musicaux dans un petit emballage en plastique. Donc numéroté 1, 2 et 3. C'est un vrai collector, même les anglo-saxons nous l'envient. Le seul autre produit qui est sorti, en fait, c'est cette mini-mock de Dinky Toys. Il y avait un canopy au-dessus, de couleur rouge-orange, comme dans la série. On va parler un peu de littérature. Il y a eu en fait 3 novélisations qui sont sorties à l'époque aux États-Unis, en Angleterre et en France. Il n'y a eu qu'une seule édition qui est restée, qui a été publiée et republiée. Il s'agit de celle de Thomas Disch, qui
qui est un écrivain de SF assez reconnu. Alors quelques produits dérivés en vrac, une tasse logotée numéro 6 qui est sortie en Angleterre au tout début des années 2000. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est le packaging, parce que pour la première fois, la société de merchandising s'est éloignée du visuel habituel avec la police de caractère qui ici est complètement différente. Mais le fait d'utiliser une numéro 6 comme ça est assez sympathique. La mug du prisonnier avec... il y a eu une bande dessinée inspirée de la série. Elle est sortie chez DC Comics, qui ont été faits par Dean Motter. Voilà, là on retrouve Léo McKern, numéro 2 dans 2 épisodes. Donc il y avait 4 livres à l'origine, le livre A, B, C et D. Clin d'œil à l'épisode A, B et C. On va passer maintenant aux vidéos. En Angleterre, les cassettes VHS sont sorties très tôt, aux alentours de 85-86, en France un petit peu plus tard. Alors j'ai amené un coffret un peu particulier, puisqu'il s'agit de coffrets français sortis chez Polygram. Ce qui est étonnant avec ce coffret, c'est que c'est le visage de McGowan, mais dans Destination Danger, bizarrement. Donc c'est assez graphique, avec des polices de caractère. C'est pas la police habituelle, c'est pas la police telle qu'on la retrouve dans la série, mais bon, c'est assez original. Il y a eu les laserdiscs, les ancêtres du DVD, qui, paraît-il, étaient d'une qualité exceptionnelle. Alors j'ai amené un coffret méga collector. Il s'agit d'un des 3 coffrets sortis au Japon. On avait un joli livret avec des photos extraites de la série. 2 épisodes par laserdisc. Celui-ci contenait Arrival et Chimes of Big Ben. Il fallait oser les chaussettes du prisonnier. Alors une société française avait sorti une gamme de chaussettes autour de séries cultes. Il y avait Amicalement Vôtre, il y a eu Destination Danger aussi, et dans la gamme Les séries cultes, on reconnaît la chaussette Le Prisonnier avec le logo, le grand B, vélo. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Tim Palgut a sorti The Village Files, un recueil de maquettes en quelque sorte. Voilà, on voit le téléphone du contrôleur, les archives du numéro 6. Et je listais tout ce qui avait été publié en termes de livres, de cassettes vidéo, de DVD, de trading cards. On retrouve les 3 novélisations du prisonnier. Pour les fans du prisonnier qui aimeraient savoir comment la série a été produite, ce qui s'est passé, quel a été le processus, quelle a été la genèse de la série, ce qui s'est passé pendant la série et après, il y a un excellent ouvrage qui s'appelle Le Prisonnier, une énigme télévisuelle, publié aux éditions Iris, spécialisé dans les séries cultes de l'âge d'or des années 60. C'est un livre que j'ai coécrit avec Jean-Michel Philibert et c'est le livre de référence sur la série avec énormément de photos. Il y a plus de 400 documents. Il y a une filmographie complète sur Patrick McGowan, il y a tous les produits dérivés, il y a des anecdotes de tournage, etc. etc. Donc, Le Prisonnier, une énigme télévisuelle, et on a rajouté un chapitre dans l'édition augmentée sur la mini-série, le remake qui a été diffusé en 2009 sur Canal+, quelques mois avant la disparition de Patrick McGowan. Si vous voulez en savoir plus sur Le Prisonnier, allez sur le site www.leprisonnier.net. Et puis je vais en terminer là au Sanctuaire de la Culture Geek en disant bonjour chez vous. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.